Sous les ordres directs de Staline, Egor Kurchatov, un brillant physicien surnommé la Barbe, dirige l'équipe soviétique de la bombe atomique. Les Russes sont déterminés à mettre un terme au monopole atomique des États-Unis qui dure depuis la guerre. Le 20 août 1949, ils y parviennent. L'onde de choc s'est approchée et a frappé le toit du bunker. Comme si un génie que nous avions fait sortir de sa bouteille nous remerciait de l'avoir libéré de sa longue captivité. La course aux armes nucléaires vient de commencer. Les États-Unis d'Amérique se préparent à une attaque nucléaire. The sirens wail sends New York's inhabitants to shelter. All buses, taxis, and autos discharge their passengers, who are guided by wardens to shelters. Movement is rapid but orderly. Housewives draw shades and turn off gas before proceeding to shelter zones in their own buildings. New York's subways provide most of the public shelters. Times Square is deserted 2 minutes after the alert. La vitesse à laquelle les Soviétiques ont produit une bombe atomique a étonné les États-Unis. Ce qui nous a surpris, c'est que la dévastation qu'avait subie l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale nous portait à croire qu'ils seraient incapables de monter l'infrastructure nécessaire pour réaliser la bombe. Mais ils y sont arrivés, et ils nous talonnaient en quelque sorte. Nous avons appris avec le temps à quel point ils avaient infiltré tout le projet Manhattan. Quelques scientifiques qui ont travaillé à la fabrication de la première bombe atomique américaine, le projet Manhattan, croient que les États-Unis ne doivent pas détenir le monopole de l'armement nucléaire. Klaus Fuchs, un citoyen britannique né en Allemagne, est de cet avis. En janvier 1950, Klaus Fuchs est arrêté à Londres et accusé de livrer à l'Union soviétique des secrets sur la bombe atomique. Il écope d'une peine de 14 ans de prison pour espionnage. Les agents du KGB croient qu'ils ont rapporté tous les plans, et les scientifiques n'ont eu qu'à copier les informations. Les scientifiques affirment que ces renseignements étaient très importants. Quant aux ingénieurs, ils étaient moins enthousiastes. Nous avons l'information, certes, mais ensuite, ce qui n'était pas clair, c'était la manière de l'utiliser. Les États-Unis se tournent vers leurs scientifiques pour reprendre la tête. Au laboratoire nucléaire de Los Alamos, ils préparent la bombe à hydrogène. On croyait à l'époque que les bombes atomiques étaient limitées à une puissance de l'ordre de celle qu'on avait utilisée au Japon durant la guerre, alors que la puissance des bombes à hydrogène paraissait illimitée. On pensait de manière plus spécifique que les bombes à hydrogène étaient 1000 fois plus puissantes que les bombes atomiques, comme on pensait que les bombes atomiques étaient 1000 fois plus puissantes que les bombes conventionnelles utilisées durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette énorme puissance destructrice scandalise Robert Oppenheimer, l'ancien directeur du projet Manhattan. Comme plusieurs de ses collègues, il croit que de telles armes constituent un risque pour le monde entier. If there's another world war, this civilization may go under. We need to ask ourselves
whether we're doing everything we can to avert that. Les États-Unis craignent que s'ils ne fabriquent pas la bombe H, les Russes vont le faire. Le président Truman donne son accord. L'accord d'Eniwetok dans le Pacifique est choisi pour faire l'essai de la première explosion thermonucléaire au monde. En 1952, l'opération Ivy est prête. Elle nécessite un imposant système de réfrigération, pèse plus de 82 tonnes et fait plus de 20 pieds de hauteur. Dans moins d'une minute, vous serez témoin de la plus puissante explosion jamais vue par l'homme. L'explosion apparaîtra à l'horizon, à peu près là, et ce sera l'instant le plus significatif. Il s'agit du premier test complet d'un engin à hydrogène. Si la réaction se produit, nous entrerons dans l'âge du thermonucléaire. Pour notre sort à tous et pour le sort de notre pays, je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter bonne chance à cette expédition. Le compte à rebours est maintenant à 30 secondes. Mettez des lunettes de protection ou retournez-vous. N'enlevez pas les lunettes ou ne regardez pas l'explosion avant 10 secondes après l'apparition de la première lumière. Moins de 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le 1er novembre 1952, la première bombe à hydrogène au monde explose avec une force équivalente à plus de 10 millions de tonnes de TNT. C'est-à-dire 1000 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. On ne sait pas ce qu'est la chaleur, tant qu'on n'a pas vu celle qui se dégage d'une bombe à hydrogène de 10 mégatonnes. Ça n'arrête pas. Ça devient de plus en plus chaud et on commence à s'inquiéter réellement, même si on se trouve à plus de 30 km de distance. Et bien sûr, l'île entière a disparu par la suite, ce qui a été très impressionnant. Tout le lagon était devenu blanc comme du lait. Puis on nous a demandé d'aller prélever des échantillons. Nous nous sommes donc embarqués dans un petit bateau à moteur avec des seaux et nous sommes allés au cratère pour ramener des matériaux radioactifs que les chimistes allaient analyser afin de déterminer l'impact. On était jeunes et on s'est beaucoup amusés. Pendant que les États-Unis d'Amérique développent la bombe à hydrogène, une guerre conventionnelle éclate en Asie. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. Le Congrès accepte une augmentation de 40 milliards du budget de la défense. Le président Truman, réticent à employer l'arme nucléaire en Asie, combat les communistes de la Corée avec des armes conventionnelles. En 1952, le général Dwight D. Eisenhower, l'ancien commandant en chef des Alliés, mène une campagne pour succéder à Truman. Ike est résolu à ne plus jamais se laisser entraîner dans une guerre conventionnelle. Il se dit qu'il vaut mieux menacer ses ennemis d'employer l'arsenal nucléaire américain pour les dissuader. Sans compter qu'on en a davantage pour son argent. On prévient donc Moscou que toute agression éventuelle peut entraîner de lourdes représailles. En 1954, la Russie se transforme. Staline est mort, Nikita Khrouchtchev et Georgi Malenkov luttent pour le pouvoir. Malenkov a déclaré qu'il fallait prévenir notre peuple et toute l'humanité que la guerre nucléaire menace tout le monde d'annihilation. Il fallait l'éviter à tout prix. Mais Khrouchtchev a interprété cela comme une tentative de désarmer et d'affaiblir le peuple soviétique. Par la suite, cette même année, les dirigeants soviétiques assistent à une démonstration de leur puissance nucléaire.
сброшена. Une bombe atomique de 20 kilotonnes est larguée pendant un exercice militaire à Totskoï, dans l'Oural. Внимание! Идет ударная волна. Pendant que la bombe explose, des soldats sont envoyés en manœuvre dans la zone irradiée. L'Armée rouge se prépare à la guerre nucléaire. J'étais membre de l'équipe d'évaluation pour cet exercice. Je me souviens très bien que le maréchal Bulganin, le ministre de la Défense, a déclaré « Les armes nucléaires ne sont pas aussi effrayantes que les impérialistes nous l'ont dit. » Les expériences américaines se poursuivent dans le Pacifique. En 1954, la bombe Shrimp doit exploser avec une puissance d'environ 5 mégatonnes. Mais les calculs sont faux. Les vents poussent les retombées radioactives beaucoup plus loin que prévu. Nous n'avions pas été préparés à un tel rendement énergétique, de sorte que la zone de retombée a été beaucoup plus vaste. Malheureusement, il y avait un bateau de pêche japonais, le Lucky Dragon, je crois, qui s'est retrouvé sous une partie des retombées. Les pêcheurs ne savaient pas ce que c'était et ils étaient très loin de nous. Avant qu'on puisse les informer ou les repérer, quelques-uns ont souffert des effets des radiations. Les pêcheurs se trouvent à 130 km lorsqu'ils sont surpris par un nuage de poussière radioactive. Une fois de plus, les Japonais sont empoisonnés par les cendres de la mort, rapporte un journal de Tokyo. Les 23 hommes d'équipage sont malades. L'un d'eux meurt. J'ai pensé qu'il était malheureux que des êtres humains aient été affectés. Mais des gens sont blessés constamment par toutes sortes de choses. Je ne vois pas pourquoi la population a réagi aussi fortement, bien que les médias aient un grand impact sur la réaction du public. Plusieurs scientifiques éminents dans le monde sont inquiets. En compagnie du philosophe britannique Bertrand Russell, ils signent un manifeste. There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom. Shall we instead choose death, because we cannot forget our quarrels? We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new paradise. If you cannot, there lies before you the risk of universal death. En 1955, la Russie fait exploser la première bombe à hydrogène larguée d'un avion. I don't have shells to crawl into like Bert the Turtle, so we have to cover up in our own way. First, you duck, and then you cover. And very tightly, you cover the back of your neck. On plongeait sous nos pupitres et on restait là jusqu'à ce qu'on nous dise d'en sortir. Quelquefois, il y avait des penderies de chaque côté des classes et on y passait prendre notre manteau pour sortir dans les couloirs et littéralement plonger face première contre le mur. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash?
Nous pensions que de cette façon, nous étions protégés des bombes et de tous les dangers possibles. Nous nous sentions totalement en sécurité et protégés. Vous savez, on voyait beaucoup dans les magazines comment construire des abris contre les bombes dans sa cour arrière. Et cela visait même toutes les banlieues des États-Unis. Dans les années 1950, il ne nous est jamais venu à l'esprit que les Américains puissent craindre une invasion soviétique. Nous pensions qu'ils savaient que nous n'avions que des intentions pacifiques, que tout ce que nous voulions, c'était de vivre en paix. Nous voulions reconstruire notre pays. Nous avions nos plans quinquennaux. Il n'était écrit nulle part que nous voulions envahir qui que ce soit. À l'été 1955, les grandes puissances se réunissent à Genève. La délégation russe est conduite par le maréchal Boulganine et Nikita Khrouchtchev. La proposition la plus saisissante d'Eisenhower est celle des ciels ouverts. Ike affirme que son plan va atténuer la méfiance réciproque, mais ce plan permet aussi de mettre à jour les secrets de la machine militaire soviétique. Le plan ciel ouvert signifiait que chacun était libre de survoler le territoire de l'autre, d'observer et de photographier ce qui s'y passait. De plus, on pouvait échanger des plans, des programmes militaires des deux camps. On a ajourné pour le thé peu après. Et alors, Khrouchtchev s'est approché d'Eisenhower, un peu ruste, et il a dit « Niet, 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 vous essayez de venir voir dans nos chambres à coucher. » Sur le chemin du retour, Eisenhower a dit « Maintenant, nous savons qui dirige la délégation soviétique. » Cette même année, au spectacle aérien de Moscou, les Soviétiques permettent à l'Ouest de voir leur nouveau bombardier à réaction surnommé Bison. C'est sans équivoque qu'on voit voler 10 Tu-95 à longue portée, capables de transporter une bombe nucléaire jusqu'aux États-Unis. Pour les Américains, ça a été un choc d'apercevoir 10 avions capables d'atteindre les États-Unis. À l'époque, ils croyaient que, faute de missiles balistiques, les Soviétiques n'avaient aucun moyen d'atteindre l'Amérique. Ike fait doubler la cadence de production du B-52. Les États-Unis doivent connaître la nature exacte de l'écart qui les sépare des Soviétiques. En Californie, on dévoile le nouvel avion de reconnaissance muni d'un appareil photo secret. Il doit voler à plus de 110 000 mètres, hors de portée des chasseurs et des missiles anti-aériens, le U-2. Contrôlé par la CIA, ces longs vols au-dessus du territoire soviétique présentent des risques évidents. Mais l'information qu'il leur est possible de recueillir peut s'avérer être vitale. Eisenhower prend le risque. Lors d'un vol, j'ai aperçu l'aérodrome Engels. Et à ma grande surprise et à ma grande joie, il y avait plein de bombardiers Bison. J'ai su tout de suite que je venais de découvrir l'existence de cet écart entre le nombre de bombardiers. Cette photo allait être la plus importante jamais prise par un pilote de reconnaissance. Je m'attendais presque à être décoré de la médaille du Congrès en atterrissant. Or, on s'est aperçu que je n'avais pas pris la photo d'une partie de la flotte de bombardiers russes, mais bien de toute la flotte russe.
Il n'y avait donc pas de prétendu écart. Tous les bombardiers étaient sur la piste en même temps. C'est à cette époque que Khrouchtchev en est venu à la conclusion que les missiles étaient les armes de l'avenir et que les navires de guerre et les bombardiers étaient désuets. Nous devrions concentrer tous nos efforts sur les missiles. Et à un moment donné, il a déclaré « Nous allons bientôt produire des missiles comme des saucisses ». Des ingénieurs arrivent partout en Union soviétique, dans le dur désert du Kazakhstan, pour construire la base de fusées ultra secrète de Baïkonour. Le 15 mai 1957, ils entreprennent les essais du premier missile balistique intercontinental du monde. Nous étions tenus à un tel secret qu'on ne pouvait pas prononcer le mot missile, même entre nous. On l'appelait le mécanisme, le produit. Nous l'avions baptisé notre chéri. Ce romantisme nous a aidés à vivre, à continuer. La construction de missiles n'est qu'une étape. La suite va surprendre le monde entier. Le 4 octobre 1957, la Russie lance le premier satellite spatial de l'histoire, Sputnik, le compagnon de voyage de la Terre. Les Américains tiennent pour acquis que leur pays est le plus riche et le plus techniquement avancé du monde. Mais avec Sputnik en orbite autour de la Terre, cela ne tient plus. La Russie a remporté la première manche de la course à l'espace. Partout, les yeux et les oreilles se tournent vers le ciel. Sputnik a provoqué un choc outre-mer. Les militaires des États-Unis et d'ailleurs ont réalisé que leur avance technologique était chose du passé. Une nouvelle ère venait de commencer, car à la place d'un Sputnik, une arme nucléaire pouvait non seulement tourner autour de la Terre, mais atterrir là où on lui ordonne de le faire. Notre personnel a été ébranlé, presque paniqué à l'idée que les Soviétiques puissent réussir ça. Cela voulait dire qu'ils pouvaient atteindre les États-Unis avec des missiles. Eh bien, Eisenhower y pensait depuis des années et ce n'était pas nouveau pour lui. Our satellite program has never been conducted as a race with other nations. Rather, it has been carefully scheduled as part of the scientific work of the International Geophysical Year. I consider our country's satellite program to be well designed and properly scheduled to achieve the scientific purposes for which it was initiated. Les médias du monde entier étaient tout enthousiasmés que l'homme ait fait son entrée dans l'espace. Nous aurions aimé nous reposer, mais il faut donner le crédit à Khrouchtchev, qui avait compris que les victoires dans l'espace pouvaient être bien plus importantes en politique que la menace de la massue à tête nucléaire. En moins d'un mois, la Russie récidive avec Sputnik 2. Cette fois-ci, il y a un passager, la chienne Laïka. L'opinion publique américaine est partagée entre sa peur des missiles soviétiques et ses craintes pour la sécurité de la chienne qu'ils ont baptisée Curly. We can only pray in this time of aloneness and suffering for Curly that God will be merciful
and speed the end. Pour rattraper les Russes, les États-Unis accélèrent leur propre programme de satellites. L'armée et l'aviation avaient très hâte de lancer un satellite. Eisenhower n'avait pas confiance dans leurs propositions. Et il a décidé de demander à la marine de construire un nouveau satellite, le Vanguard, qui ne servirait qu'à des fins civiles et pacifiques. Donc, à l'aube du jour de lancement, les scientifiques des États-Unis réalisent que le monde observe et attend. Réussite ou échec, l'événement fera la manchette. C'est l'une des rançons de la grandeur. Les Américains qui se trouvent à Cap Canaveral savent que leur petit oiseau est sur la sellette. Après une ascension de quelques mètres, la fusée de 3 étages d'une hauteur de 21 mètres perd de la puissance. Ces ralentis remarquables nous montrent la suite. C'est une humiliation nationale. La presse mondiale s'en donne à cœur joie. Il faut agir rapidement pour établir la confiance dans la technologie américaine. Un scientifique allemand, ancien spécialiste des fusées, Werner von Braun, vient à la rescousse. Son équipe travaille sur un missile militaire appelé Redstone. On lui greffe à la hâte le satellite Explorer. Ça fonctionne. La course de l'espace oppose le capitalisme et le communisme, une compétition que l'Ouest craint de voir la Russie remporter. La Russie, manifestement fière, acclame ses nouveaux héros scientifiques. Résolus à rattraper le retard, les États-Unis d'Amérique se tournent vers la jeunesse. Il y a trop peu d'étudiants en sciences et en génie. Trop d'étudiants choisissent des disciplines moins arides. On adopte la loi sur l'éducation de la défense nationale. Résultat, mon ex-mari est devenu ingénieur, mon frère est devenu ingénieur. La plupart des gens que j'ai connus dans mon environnement immédiat sont devenus des ingénieurs. Après avoir décroché ces diplômes de génie, ils sont passés à autre chose. Nous étions tous plus ou moins conditionnés à croire que c'était ce qu'il fallait faire. En 1959, le vice-président Richard Nixon inaugure l'exposition nationale américaine à Moscou. Il tente d'impressionner Khrouchtchev, signalant l'avance des États-Unis avec la télévision en couleur. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, you see, you never concede anything. Wait till you see the picture. Khrouchtchev se rend aux États-Unis. C'est le premier dirigeant communiste qui est invité. À Hollywood, les vedettes viennent le divertir. Dans la rue, la population lui réserve un accueil plus froid. Il passe les derniers jours de sa visite en compagnie d'Eisenhower à Camp David. Ils conviennent tous deux qu'ils sont prêts à ralentir la course aux armements. Il est difficile pour Eisenhower d'imposer un ralentissement. La population américaine est convaincue que l'écart des missiles favorise la Russie. Eisenhower s'interroge sur l'importance réelle de l'écart. Les avions espions U-2 ont cherché des missiles. Ils en ont trouvé très peu.
Nous avions besoin des données que rapportaient les avions espions U-2, car les Russes étaient tellement cachetiers. Le plus grand pays du monde, sans touristes, rien. Nous devions recourir à ces moyens spéciaux pour le savoir. Le pilote Gary Powers est sélectionné pour l'une des missions d'espionnage les plus longues et les plus risquées jamais entreprises. Il doit décoller du Pakistan et voler vers le nord, au-dessus de la Russie. Son parcours doit le mener au-dessus de sites de nouvelles armes antiaériennes améliorées. Dès que le U-2 pénètre en territoire soviétique, les radars russes le traquent. Des chasseurs MiG décollent, mais ils ne peuvent grimper assez haut. On donne l'ordre de lancer les nouveaux missiles S-75. Un missile a suffi pour abattre l'avion de Powers. Nous avons d'abord découvert les restes de l'avion. Les voilà, derrière moi. Le fuselage, les ailes et les réservoirs de carburant. On prévient Eisenhower que l'avion a disparu et qu'il faudra peut-être faire une déclaration publique. Je lui ai rappelé que nous pouvions utiliser un prétexte, soit qu'il s'agissait d'un avion météorologique de haute altitude qui avait dû changer de cap, et ainsi de suite. C'est donc ce qui a été publié. Il est tout à fait possible qu'après une panne dans le circuit d'oxygène, le pilote ait perdu conscience et que l'avion ait poursuivi sa route en pilotage automatique sur une longue distance, violant accidentellement l'espace aérien soviétique. La principale pièce à conviction, en quelque sorte, c'était Powers lui-même et son équipement. Il portait sur lui une épingle empoisonnée et un pistolet à silencieux. Khrouchtchev avait tendu le piège et il nous avait pris. Il a dit, non seulement nous avons l'avion, nous détenons aussi le pilote. Et l'avion n'avait pas dévié de sa route, il maintenait son cap. Ce n'était pas un avion météorologique de haute altitude, mais un avion espion. Nous savons tout ça et nous exigeons des excuses des États-Unis. Il semble qu'afin d'obtenir des informations aujourd'hui cachées derrière le rideau de fer, un avion civil U-2 non armé a probablement survolé le territoire soviétique. Khrouchtchev nous a réunis autour de lui et il a dit « Nous allons adopter une position très dure, parce qu'autrement notre population ne comprendra tout simplement pas. » Nous allons faire une déclaration demandant au président américain de s'excuser, de punir les responsables de ces vols et de promettre que cela ne se reproduira plus. 2 semaines après l'incident, lors du sommet tant attendu de Paris, Khrouchtchev, furieux qu'Eisenhower ne veuille pas s'excuser, quitte les lieux. Le sommet échoue. À Moscou, le procès pour espionnage de Gary Powers est un événement médiatique important. Le monde voit les États-Unis pris en flagrant délit. I ask the court to weigh all the evidence and take into consideration not only the fact that I committed the crime, but also the circumstances which led me to do so. Gary Powers est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Khrouchtchev craint que les vols de U-2 ne révèlent le bluff de l'Union soviétique quant au nombre de missiles qu'il possède. Au cosmodrome secret de Baïkonour, les ingénieurs testent un nouveau missile balistique intercontinental. Le maréchal Nedelin en est responsable. On était pressé de réaliser un nouveau missile.
Les ordres sont les ordres. Tout le monde obéissait aux ordres, surtout que Nedelin surveillait ses travaux de près. Il est resté là pendant 1 mois à surveiller les travaux. Il était assis sur une chaise pliante devant la fusée et pressait les gens « Plus vite, plus vite !» Alors qu'on installe un panneau de contrôle, le moteur prend feu. Des gens ont été soufflés par une boule de feu. Ils tombaient du haut de la fusée comme des torches enflammées. Ceux qui étaient près de la fusée sont morts en un rien de temps. Il ne restait carrément plus rien. On déplore 189 morts. Quand des employés de notre service sont accourus à notre rescousse, il ne restait du maréchal Nedelin que son étoile de maréchal. Aux États-Unis, le programme de missiles tourne enfin à plein régime. Eisenhower approuve une augmentation de 12 milliards du budget de la défense. Les missiles Atlas, Thor, Minuteman et Polaris sont tous testés avec succès. « 1961, la fanfare salue un nouveau président. Tout au long de sa campagne, John F. Kennedy a accusé les républicains de faiblesse face au communisme, et en particulier, il a accusé Eisenhower d'avoir laissé se détériorer l'écart des missiles. Kennedy promet que ses experts de la défense vont régler ce problème. Je pouvais à peine différencier une arme nucléaire d'une arme conventionnelle. J'ai dû apprendre très vite parce que un des points majeurs de la campagne électorale que venait de remporter le président Kennedy était l'accusation faite par les démocrates, par le président Kennedy lui-même, selon laquelle Eisenhower avait laissé s'accroître l'écart entre les missiles soviétiques et les nôtres. L'inaction de la part des Américains aurait permis aux Soviétiques de se doter d'un meilleur arsenal de missiles nucléaires. Il était donc clair que ma première responsabilité, à titre de secrétaire de la Défense, était d'évaluer cet écart et de prendre les moyens pour le combler. Il nous a fallu environ 3 semaines pour déterminer s'il y avait un écart. Il y en avait un, effectivement, mais il jouait en notre faveur. Même si elle tire de l'arrière dans la course aux missiles, la Russie dispose encore d'un atout, Yuri Gagarin. Depuis 5 heures du matin, j'y ai pensé sans arrêt. Maintenant, il le réveille. Maintenant, il s'habille, il mange. Maintenant, il prend l'autobus qui le mène à la rampe de lancement. Gagarin a été choisi pour devenir le premier homme dans l'espace. Il est accompagné de son remplaçant, Girman Titov. Pour nous, c'était un travail ordinaire. Eh bien, pas si ordinaire en fait, car nous devions voler à bord de fusées de Spoutnik, mais nous étions entraînés à cela. Nous pouvions très bien voir le lancement. Au début, notre chérie a tremblé très doucement, puis elle a décollé.
droit vers le ciel. C'était d'une beauté incroyable, surtout pour nous qui avions tellement travaillé à ce projet. часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. Gagarine fait le tour de la Terre. Le vol dure 108 minutes. Au retour, on l'accueille en héros. Il y a eu des larmes de joie. Des étrangers s'embrassaient dans la rue. Tout le monde aimait Gagarine. Lui et son sourire. J'ai encore sa photo. Son exploit a ravi tous les Russes et le monde aussi.